Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences. Mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien, je voudrais vous accueillir aujourd'hui en tant qu'administrateur du Collège de France. I'd like to welcome my colleagues, English-speaking colleagues, and you can turn on channel number 1 to get the translation since I'm going to speak in French. Donc, je voulais donc vous accueillir et vous dire que le Collège de France a pris plutôt des initiatives fortes au cours de ces quelques dernières années, en créant des chaires annuelles délibérément tournées vers des grands problèmes de société. Et nous avons créé en 2008-2009 2 de ces chaires, une chaire de savoir contre pauvreté et une chaire de développement durable, environnement, énergie et société. Et donc la chaire de savoir contre pauvreté, comme vous le savez, a été inaugurée par Esther Duflo. Elle a donné une série de cours qui ont été très suivis. Et aujourd'hui, nous avons un colloque de 48 heures sur ce grand thème de savoir contre pauvreté. Et le titre de ce colloque est plus précisément « Évaluation des politiques de développement, regard croisé, scientifiques et acteurs de terrain ». Alors je dois dire que en créant cette chaire de savoir contre pauvreté, nous savions que la diversité des acteurs, la multiplicité des intérêts, l'indispensable respect des hommes et des cultures faisaient de ce champ de l'activité humaine un des plus complexes qui soit. Nous pensions qu'il fallait croiser précisément des compétences pour explorer en profondeur ce domaine. Des compétences scientifiques, des compétences d'économistes, des compétences aussi d'acteurs de terrain, des praticiens en quelque sorte, pour nous apporter leur expérience dans les pays en voie de développement. Nous pensions aussi qu'il était essentiel d'avoir une discussion sur les moyens financiers qui suivent obligatoirement l'analyse que l'on peut faire. La pauvreté exige au départ un grand élan de générosité et des financements, mais ceux-ci doivent être sous-tendus par une analyse précise, rigoureuse et sans complaisance des moyens à mettre en œuvre. Alors je suis très content qu'aujourd'hui le programme reflète très précisément cette ambition que nous avions et qu'Esther Duflo, avec ses cours et maintenant avec ce colloque, a très bien rempli. C'est une démarche qui, pour un médecin que je suis, est parfaitement logique. On parle de praticien hospitalier ou praticien de ville. Là, on a un praticien de terrain en matière d'économie avec une démarche scientifique qui est fondée finalement sur une analyse rigoureuse avec, en médecine comme dans le domaine précis concerné aujourd'hui, une possibilité de tirer au sort une stratégie A versus une stratégie B pour pouvoir en tirer des conclusions. Finalement, la médecine a beaucoup évolué au cours de ces dernières années avec ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, evidence-based medicine, qui est passée ensuite à evidence-based public health, la santé publique fondée sur des preuves. Et moi, je trouve que c'est un sujet passionnant que de passer à finalement des actions de terrain en matière de savoir contre pauvreté fondées sur des preuves. Maintenant, ce colloque, comme les cours d'Esther Duflo, ont, je l'ai dit, eu un retentissement formidable et nous avons pu amplifier encore ces cours grâce à leur diffusion sur le site du Collège de France. L'année dernière, nous avons eu 5 millions d'heures de cours téléchargés,
toutes disciplines confondues, 5 millions d'heures de cours qui peuvent être téléchargées en podcast. Nous allons être sur la plateforme multimédia iTunes U, University. Et donc, ce colloque va être disponible en français et en anglais d'ici quelques jours sur le site web du collège. Pour pouvoir réaliser tout cela, pour pouvoir inviter des collègues étrangers, il nous fallait un fort soutien et un fort intérêt pour matériellement réaliser notre ambition. Et ceci a été possible grâce à l'Agence française de développement, qui a permis très généreusement de permettre ce soutien de la chaire Savoir contre pauvreté et aujourd'hui de ce colloque. Donc je remercie beaucoup Jean-Michel Severino, qui est le directeur général de l'Agence française de développement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Debras, qui est le directeur général adjoint de l'Agence française de développement. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout cela, vous souhaiter un excellent colloque et je vais laisser la parole à Esther Duflo pour réellement introduire le débat scientifique d'aujourd'hui. Monsieur l'administrateur, merci. Je vais me contenter d'introduire Jean-Michel Debras, qui est le directeur général adjoint de l'Agence française du développement. L'Agence française du développement soutient cette chaire, ce pourquoi nous sommes effectivement, le Collège de France et moi-même, extrêmement reconnaissants. Mais la présence de l'Agence française du développement ici dépasse évidemment cet enjeu particulier, puisque la question les questions dont nous allons traiter aujourd'hui, la question de l'efficacité de l'aide, la question des programmes ou des méthodes les plus à même de lutter contre la pauvreté sont au cœur des métiers de l'Agence française du développement. C'est donc pour nous extrêmement important que l'agence soit représentée ici. Et c'est donc avec très très grand plaisir que nous accueillons ici Monsieur Debras. Monsieur l'illustrateur, Mesdames, Messieurs, chère Esther, j'apprécie évidemment d'être ici au Collège de France, dont le nom est illustre, pour évoquer avec Esther Duflo et ouvrir devant vous ce séminaire. Un programme d'échange qui sera sûrement très, très passionnant. Alors, je sais qu'il est habituel, sinon obligé, de tenir de tels propos introductifs, en guise justement d'introduction à un colloque, mais je voudrais simplement vous montrer en quelques mots, qui n'ont rien de convenu, et souligner 3 points des débats que vous allez mener et qui enrichiront, je n'en doute pas, les réflexions qui sont au cœur de l'activité de l'Agence française de développement. En 2 mots d'ailleurs, l'Agence française de développement est un établissement très singulier, puisque c'est à la fois une banque, puisque nous sommes faits pour financer du développement, c'est notre raison première, mais le sujet même fait que le sujet financier passe au second plan derrière notre préoccupation elle-même, c'était l'analyse, l'étude des sociétés en développement, et ceci fait que nous nous attachons soit à produire des idées, soit à aider l'université, les laboratoires divers et variés, dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement en France, qui peuvent nous aider dans cette tâche. Ce qui fait que, et ce sera le dernier mot que je dirai sur l'agence, mais j'ai coutume de la présenter de la manière suivante. Vous mettiez un tiers d'administration, parce que nous sommes un établissement public de l'État français. Vous mettez un tiers de banque et vous mettez un tiers d'université, vous touillez dans le pot et vous trouvez quelque chose qui ressemble à l'Agence française de développement. Alors, en premier lieu, l'AFD, comme les autres institutions de développement, n'a pu que constater et déplorer un certain essoufflement ces dernières années de la réflexion sur les questions de développement. Vous savez qu'il y a eu une expression terrible, la fatigue de l'aide, dans les années 90, pour traduire la décroissance des moyens financiers affectés à l'aide. Et on a même pu se demander si on n'assistait pas aussi à une menace de fatigue de l'analyse des questions de développement dans les années 2000. Et c'est un paradoxe, puisqu'au moment même où la communauté internationale se dotait de cadres stratégiques, d'ailleurs très médiatisés, très médiatiques, les objectifs du millénaire, la déclaration de Paris,
C'est à ce moment-là que la réflexion sur le développement semblait en réalité marquer le pas et que se substituaient à cette réflexion des répétitions d'études macroéconomiques sur l'efficacité de l'aide, dont il faut reconnaître qu'elles n'ont pas répondu à toutes les attentes qu'on pouvait placer en elles. Donc l'AFD participe modestement aujourd'hui à promouvoir et à financer la réflexion sur les questions de développement au niveau français et au niveau international. C'est dans ce cadre qu'elle a souhaité contribuer à la chaire internationale du Collège de France, dont, Monsieur l'administrateur, vous venez de tracer le contexte et la portée, afin de porter cette dimension d'analyse du développement. Et nous ne pouvons que nous réjouir, et d'une part que le Collège de France ait choisi Esther Duflo, et d'autre part qu'Esther ait choisi à son tour ce thème, savoir contre pauvreté, pour animer cette chaire. Alors, le mouvement autour de l'analyse d'impact, de l'expérimentation, dont les principaux inspirateurs sont présents à ce séminaire, fait sens dans la communauté scientifique, mais il fait sens aussi dans la communauté du développement. C'est-à-dire qu'il suscite un débat dont l'une des dimensions est extrêmement critique, ce qui est bon signe. Nous partons d'une question faussement simple. Qu'est-ce qui marche réellement sur le terrain et c'est en cela d'ailleurs que le mot terrain et le jugement par le résultat de l'expérience souligne la proximité avec la médecine. Enfin, j'ai aimé votre comparaison, monsieur, parce qu'au début et à la fin, il y a une observation, une analyse, et il y a un résultat extraordinairement concret, et évidemment, les choses se compliquent entre les deux. Donc cette question faussement simple est probablement une manière de rajeunir l'intérêt international sur l'analyse du développement. Alors, cette école de pensée émerge aujourd'hui une nouvelle compréhension de la pauvreté, qui est, je dirais, l'observation, l'analyse et les causes et les remèdes à la pauvreté sont un des apports des 20 dernières années en matière de développement. On n'avait pas pris le problème par ce bout-là il y a une cinquantaine d'années, au lendemain des indépendances. Et donc, cette compréhension de la pauvreté, c'est évidemment une question morale, mais c'est aussi une question de science économique, c'est une question de science sociale. L'extrême inégalité de répartition des revenus, l'extrême inégalité de répartition des niveaux d'accès aux services exclut, comme vous le savez aussi bien que moi, des pays entiers de la communauté internationale, voire des régions ou des populations entières dans les pays en voie de développement, pas seulement en voie de développement d'ailleurs, dans tous les pays en réalité. Et la question du développement n'est pas l'apanage des pays dits en voie de développement, c'est une question qui interroge toutes les sociétés, y compris celles qui sont macroéconomiquement développées. Donc les conférences d'aujourd'hui et de demain le montreront, il y a une fois encore un retour de la conviction que la connaissance est un des principaux moyens de lutte contre la pauvreté. On ne peut pas se contenter, même si c'est si facile dans le discours politique, je dirais de généralité et de slogans, c'est un objet d'étude. Alors cette chaire, outre cette chaire, l'AFD, et c'est le deuxième point d'intérêt que je voulais marquer ici, s'est également investi avec les moyens qui sont les siens dans le financement et le pilotage d'évaluation d'impact, d'évaluation expérimentale. Nous sommes engagés dans une dizaine d'opérations d'évaluation d'impact, dont 2 reposent sur un processus d'expérimentation aléatoire. Au Maroc, sur la microfinance, avec l'association El Amana, qui est la principale association de microfinance du Maroc, et je crois que mon ami M. Abdelmouni est ici et sera à la tribune tout à l'heure, avec l'École d'économie de Paris et évidemment avec le laboratoire d'Esther Duflo. Une deuxième expérience est en cours au Cambodge, ce coup-ci sur la micro-assurance de santé, avec le ministère cambodgien de la Santé, avec l'USAID, avec Berkeley et l'université Phnom Penh. À travers ces opérations, l'AFD cherche à améliorer les effets de ses interventions en matière de lutte contre la pauvreté et plus globalement à réduire le déficit collectif de connaissances sur les impacts des politiques et des opérations de développement. Aussi, et enfin, à faire le lien entre des mondes qui ne s'ignorent pas mais ne travaillent pas spontanément ensemble, celui de la recherche et de l'évaluation d'une part, celui des politiques d'autre part. La mesure des effets des politiques mérite en effet d'être un des premiers centres d'intérêt de la recherche sur le développement et de permettre de dépasser la technique du jugement d'experts, qui n'est évidemment pas mauvaise en soi, mais qui tient lieu souvent de seuls conseils aux décideurs, et avec l'aléa que cela représente.
Donc l'évaluation d'impact est pour cela une voie privilégiée qui permet de rendre conjointement l'évaluation plus rigoureuse et la recherche plus pertinente. Alors, au travers de ces cas concrets, nous explorerons davantage quelques difficiles questions dont les unes relèvent de la technique scientifique. Je parle de l'échantillonnage, des problèmes d'attribution, de la relation qu'il faut établir entre la manière d'enquêter et le résultat que l'on obtient, sur la forme comme sur le fond, sur les personnes qui s'y livrent, mais surtout, ce qui nous intéresse au-delà de ces questions, qui en soi ne sont pas évidentes, c'est la difficile question de l'interprétation des résultats dès qu'on sort du champ de l'expérience, c'est-à-dire au regard de l'histoire des communautés, et donc en tirant dans le temps passé et dans le temps futur, en essayant de tirer des conséquences. Et là, les choses se compliquent encore un peu plus que pour interpréter l'expérience qui n'est déjà pas simple. Et vous voyez évidemment en quoi une banque de développement est forcément intéressée par cela, parce que la seule démonstration possible de la pertinence de ce que nous faisons, c'est pas simplement de montrer qu'il y a des effets, mais qu'ils sont susceptibles de s'agréger, de se multiplier et de durer dans le temps suffisamment pour justifier les politiques qui sont conduites. Et donc là, il y a, au-delà de l'expérience, un second niveau de difficulté. Alors, cette rencontre entre les communautés professionnelles différentes, les scientifiques, les décideurs, les opérationnels, comme on dit dans notre métier, cette rencontre donc est au cœur de la présente conférence. Et ce sera en sorte mon troisième motif de satisfaction, que là, ça correspond parfaitement à l'obstacle que nous avons diagnostiqué quant à l'utilité, à la faisabilité des évaluations basées sur des méthodes scientifiques. Il y a là un enjeu crucial qui repose aussi sur la capacité à travailler ensemble entre les différentes parties prenantes d'une politique ou d'une opération de développement. Et l'expérience montre que ce n'est pas la chose la plus simple. Donc, me fondant sur l'expérience de l'AFD, j'aurais spontanément tendance à distinguer, non pas deux d'ailleurs, mais trois catégories d'acteurs représentés ici dans le titre du séminaire, scientifiques et acteurs de terrain. Je crois qu'il y a évidemment les scientifiques, il y a les acteurs de terrain, et puis il y a ce que les anglo-saxons appellent les policy makers ou les décideurs au sens public, au sens de politique publique ou au sens financier, puisque ce sont souvent ceux-là qui décident, même si leur légitimité n'est pas entière. Alors, ces trois catégories d'acteurs, les décideurs, les opérationnels et les scientifiques, ne se posent pas les mêmes questions. Il y a ceux qui se posent la question de l'échelle, de la mesure de l'effet global obtenu au regard d'un coût, une value for money, si possible comparée avec celle d'autres formes d'intervention. Et évidemment, ça, c'est la préoccupation des décideurs, lesquels décideurs, en réalité, sont redevables d'explications vis-à-vis de l'opinion publique, en tout cas dans des sociétés comme les nôtres. La deuxième catégorie de préoccupation, c'est celle qui consiste à faire le lien scientifique, à apporter des éléments de preuve entre, d'un côté, l'élément qui constitue l'innovation que l'on mesure, par exemple, dans le cas du santé, l'introduction d'une technique d'assurance, avec à l'autre bout de la chaîne la qualité de l'offre de santé, qui est évidemment le but poursuivi, et de voir les différentes conséquences des modalités des types d'assurance en termes d'adoption de comportements des ménages et, au bout de la chaîne, évidemment, les comportements en matière de santé. Donc ça, ce sont évidemment des préoccupations d'opérationnels. Tous ceux qui construisent des programmes, les médecins en l'occurrence ou les économistes, sont évidemment adressent à l'expérience ce type de questions. Et puis il y a des questions scientifiques, des questions je dirais, qui tiennent à la technique même des investigations, sur le ciblage, sur les effets de sélection adverse ou positifs du mécanisme assurantiel, si je continue mon exemple sur la santé. Voilà, donc ces trois attentes, qui sont toutes légitimes, correspondent donc à trois appréhensions différentes de l'impact, parce qu'il faut déjà qualifier l'impact, et elles recoupent les catégories que les analystes ont attribuées à l'utilisation des évaluations. Alors les décideurs utilisent les évaluations ou cherchent à le faire pour choisir entre plusieurs options, un peu comme un médecin qui choisit entre la voie A et la voie B face à la même maladie et qui expérimente de traitements possibles ou de médicaments ou de molécules possibles.
Et ça, évidemment, c'est la tentation et la nécessité devant laquelle se trouve le décideur, hein, de choisir entre des options et d'allouer des moyens sur des programmes. Ça, c'est l'utilisation qu'en font les décideurs. Il y a les opérationnels qui, eux, attendent évidemment de tout cela l'amélioration de la construction de leurs projets, de leurs opérations, de leurs politiques. Et puis, il y a évidemment la préoccupation scientifique générale, je dirais, propre à la démarche scientifique, qui consiste à, de manière incrémentale, à contribuer au bien public qu'est le stock de connaissances internationales. Et tout cela, évidemment, va de pair. Alors, pour répondre de manière coordonnée à chacune de ces trois types d'attentes, la première, le point de départ, c'est de considérer que cela ne va pas de soi. Ça peut sembler évident, mais ça ne va pas de soi du tout dans la pratique. Il faut une stratégie consciente, il faut une stratégie explicite, il faut une stratégie affirmée pour arriver à concilier ces trois approches. Il y a naturellement toujours l'une ou l'autre de ces approches qui tentent à l'emporter. Aux chercheurs de prendre en compte tout au long de la démarche les perspectives d'utilisation de leurs recherches, aux décideurs de participer à tous les stades de la démarche, et notamment de bien participer à la phase de débat sur les résultats. Et puis, le plus difficile, ce n'est pas cela. Le plus difficile, c'est d'organiser, et j'en viens à ma petite anecdote sur le tiers d'université, le tiers d'administration et le tiers de banque. Le plus difficile, c'est d'organiser aussi bien les agences opérationnelles que les organismes de recherche, de les organiser, je dis bien, pour allier les caractéristiques des organisations dites apprenantes et les caractéristiques des organisations opérationnelles ou des organisations financières. Il faut que ça soit pensé avant, si on veut qu'ensuite les gens rentrent dans le raisonnement et puissent le faire sans trop de difficultés. Voilà un peu les préoccupations qui peuvent être les nôtres. La conciliation donc de ces trois mondes professionnels, de ces questionnements sur l'impact, de ces trois attentes en matière, je dis trois pour simplifier bien sûr, en termes d'utilisation de la connaissance, nous apparaissent à nous, à l'AFD, au cœur de la réussite des opérations d'évaluation expérimentale et d'évaluation d'impact. C'est également sur cette rencontre entre décision politique, pilotage opérationnel et production de connaissances que repose, à notre avis, le mécanisme même de l'innovation. Et nous sommes devant un courant innovant, un courant de pensée, un courant de réflexion, qui est l'objet même de ce séminaire, à qui il me reste évidemment de souhaiter un plein succès, parce que nous sommes en face de défis qui sont aussi complexes quand on les regarde dans le détail des relations sociales, et le mot détail n'est évidemment pas péjoratif, je dirais presque dans l'intimité des relations sociales. Ils sont aussi complexes dans le détail, qui sont immenses, de par leur dimension démographique, territoriale, économique et évidemment financière. L'innovation est donc, de ce point de vue-là, pas un ornement, c'est un impératif. Et c'est un impératif parce que nous sommes convaincus que c'est dans ces multiples effets que Esther Duflo et ses collègues vont maintenant passer sous le microscope ou le scalpel, j'abuse de la première comparaison, c'est de ces multiples effets que naîtra forcément les combinaisons qui sont porteuses de développement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, monsieur le directeur général de l'AFD, chers collègues, en particulier ceux qui sont venus de loin aujourd'hui, et chers amis, bienvenue. Cette conférence est un moment important pour moi parce qu'elle est l'aboutissement d'un long chemin pour les chercheurs, les personnalités politiques, les personnalités du monde associatif que vous allez écouter pendant ces 2 jours. Et au-delà, le fait d'avoir cette conférence ici, dans l'enceinte du Collège de France, devant vous, représente l'aboutissement pour un mouvement plus large sur l'évaluation des politiques publiques, un mouvement beaucoup plus large que ceux qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui. C'est un mouvement qui est fait d'étudiants, de professeurs, de personnes de terrain qui sont engagées dans la lutte contre la pauvreté, et qui partagent la conviction que nous ne pourrons faire de progrès significatifs dans cette lutte que si nous sommes prêts à associer l'action et la recherche afin d'évaluer rigoureusement l'impact de programmes et d'initiatives.
pour cet aboutissement, pour la possibilité qu'il ait lieu ici. Je remercie mes collègues du Collège de France qui ont eu l'idée de cette chaire au beau titre de Savoir contre pauvreté. Donc je voulais mentionner que je n'ai pas eu l'idée de ce titre, mais ça vient bien du Collège de France. Et moi, j'ai eu la chance de l'habiter. Et l'Agence française de développement qui a eu la vision de la financer, ce qui permet de nous voir réunis tous ici aujourd'hui. Les présentations que vous verrez pendant les 2 jours qui viennent associent systématiquement un chercheur qui a participé, généralement conduit, à une étude spécifique que vous verrez sur la microfinance, sur la santé, sur l'éducation, sur la politique, etc., et un acteur de terrain. Comme vous pourrez constater si vous regardez les biographies de ces acteurs de terrain, nous allons entendre des membres des administrations, des PDG d'institutions de microfinance et des pionniers du monde associatif. Donc ces personnalités que nous aurons la chance d'écouter pendant ces 2 jours ont touché les vies, ensemble, je pense, ont touché les vies de millions de personnes. Même plusieurs d'entre eux ont touché les vies de millions de personnes, chacun d'entre eux. Et étant donné leur emploi du temps que je connais bien, je suis touchée et extrêmement reconnaissante qu'ils nous fassent l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc particulièrement bienvenue à tous nos collègues. Alors pourquoi avoir fait venir ces gens très occupés? Pourquoi cette idée d'avoir un scientifique et un acteur de terrain sur chaque présentation? Eh bien, ces regards croisés sur chaque thème, un scientifique, un acteur de terrain, ont pour but d'illustrer la fertilisation réciproque d'un regard et d'une pratique de chercheur qui a nécessairement un certain recul et de l'action de terrain qui a beaucoup plus de connaissances pratiques de ce qui se passe sur le terrain. Je l'ai développé un petit peu ces thèmes dans la leçon inaugurale en janvier. Les chercheurs peuvent guider la pratique, parfois en faisant des suggestions, plus souvent en se contentant d'évaluer les suggestions qui ont été faites par d'autres et d'essayer de comprendre pourquoi elles peuvent répondre à un problème spécifique et si, en pratique, elles sont efficaces ou pas. Mais à contrario, et de manière tout à fait égale et symétrique, la pratique enrichit la recherche, car c'est en comprenant comment et pourquoi telle innovation affecte les comportements ou ne les affecte pas que nous comprendrons mieux les ressorts ultimes de la persistance de la pauvreté et en particulier de la possibilité d'en sortir. Donc il y a bien un aller-retour permanent entre la recherche et la pratique que je conçois à un niveau complètement égal. Et ce dialogue, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer aujourd'hui. Alors évidemment, il est toujours possible d'organiser une conférence de ce type. Il est toujours possible de trouver quelques chercheurs et quelques personnalités de terrain qui acceptent de se rencontrer dans un beau mois de juin à Paris. Après tout, toute étude qui se respecte dans le monde du développement, à la fin de l'étude, un séminaire est organisé qui réunit les chercheurs et ce qu'on appelle les stakeholders, un terme du jargon des institutions internationales qui n'est en général pas traduit en français, mais qu'on pourrait traduire comme les parties concernées. Donc à la fin d'une étude, quelle que soit la forme de l'étude, on a sa réunion avec les stakeholders. Mais il s'agit parfois d'une réunion de pure forme. Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que ces rencontres ne sont pas nées d'aujourd'hui. Les relations que nous avons, que les chercheurs que vous allez entendre aujourd'hui ont avec les personnalités de terrain sont très anciennes, datent de nombreuses années, souvent de 10 ans ou plus. Et la raison pour laquelle ces relations sont anciennes, c'est que les personnes terrain que vous allez écouter pendant ces 2 jours sont des partenaires au sens le plus plein des recherches qui vont vous être présentées ou d'autres projets similaires. Il arrive que nous ayons demandé à un partenaire d'une étude A de commenter une étude B pour avoir une petite vision latérale de ce travail. Ce sont souvent ces personnes qui ont initié le projet, ce sont toujours elles qui l'ont porté, qui ont su adapter leurs activités aux demandes parfois baroques des chercheurs.
Et paradoxalement, c'est la rigueur même des recherches qui vont vous être présentées aujourd'hui qui a conduit et qui a nécessité ces relations extrêmement étroites. Donc ce n'est pas un sous-produit il faut absolument qu'on rencontre des gens de terrain, c'est la rigueur même de la recherche qui a nécessité d'avoir des relations avec les personnes de terrain depuis le début. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que tous les projets dont nous allons parler aujourd'hui, sauf un, et cela va vous être expliqué en détail, sont des expériences randomisées. J'emprunte ce terme expérience randomisée à M. Corvol. Je ne savais pas qu'on avait le droit de dire randomisé en français, mais maintenant on a le droit. Donc pour déterminer l'impact d'un programme, par exemple, pour prendre l'exemple du premier exposé, pour déterminer l'impact de la microfinance, on choisit au hasard certaines personnes, ou certains quartiers, ou certaines écoles, ou certains villages dans un échantillon. Ceux qui sont choisis reçoivent le programme et les autres servent de témoins. Donc ils le recevront souvent plus tard. Par exemple, le programme de microfinance dont on va parler aujourd'hui a été mis en place dans une ville, la ville d'Hyderabad en Inde, et on a choisi 120 quartiers, et dans ces 120 quartiers, on a choisi 60 au hasard, et dans ces 60, l'organisation de microfinance a lancé son programme. On collecte ensuite des données sur les deux groupes, pendant toute la durée du programme, souvent depuis avant le programme, puis toute la durée du programme, jusqu'à ce qu'on considère que le programme ait eu lieu pendant assez longtemps pour que maintenant on puisse en voir les effets. Et on compare les résultats. Donc, par exemple, dans le cas de la microfinance, après le début du programme, on a attendu 2 ans pour que les gens aient le temps d'emprunter, que ces emprunts aient le temps d'avoir eu un effet et qu'on puisse en voir les impacts sur les investissements, sur la consommation, etc. Donc cette méthode, comme M. Corvol l'a dit, est inspirée des essais cliniques en médecine. Il ne viendrait pas à l'idée de qui que ce soit, je crois, de mettre une drogue sur le marché avant d'en avoir rigoureusement testé les effets dans le cadre d'une expérience de ce type. Mais ce n'est pas le cas, ce n'était pas le cas jusqu'à très récemment, ce n'est pas le cas assez largement, des programmes sociaux qui sont souvent adoptés à grande échelle sur la foi de quelques anecdotes ou de l'enthousiasme d'une personne ou d'une autre. Cela conduit à des effets de mode et au fait que les programmes aient tendance à se succéder l'un à l'autre avant que les leçons en soient tirées. Et l'impossibilité de déterminer de manière concluante si un programme est efficace ou non conduit a pour conséquence que les discussions sur la pertinence d'adopter telle ou telle politique ont tendance à se transformer en joutes de paroles plutôt qu'en arguments fondés sur des faits et des données. Et les pertes que cela occasionne sont multiples et sont à plusieurs niveaux. D'abord, l'argent public peut être gaspillé, puisqu'ici, une partie de cet argent va dans des programmes qui, en définitive, ne sont pas efficaces. Ensuite, donc ça c'est au niveau pratique, ensuite on perd l'occasion de comprendre mieux le comportement humain, ce qui nous permettrait de rebondir à partir de l'échec d'un programme, de manière à comprendre comment passer de cet échec à une réussite en modifiant le programme. L'échec d'un programme bien compris peut être aussi important que sa réussite tant que cet échec est analysé. Et le défaut d'analyse fait que, à la fois, les réussites et les échecs sont perdus en quelque sorte pour la postérité, puisqu'on n'en tire pas de leçons sur comment conduire mieux les politiques dans le futur, et aussi comment comprendre mieux pourquoi on en est arrivé à ce niveau de pauvreté. Le troisième niveau, c'est que le public n'est pas dupe, se décourage, et on a ce phénomène de fatigue de l'aide dont on a parlé précédemment. En ces temps de rigueur budgétaire, les nombreux débats sur l'inutilité ou même les ravages de l'aide, qu'on entend beaucoup ces temps-ci, ou les débats sur l'inutilité de la redistribution vers les plus pauvres dans les pays pauvres eux-mêmes, trouvent des échos puissants dans ce genre d'argument que de toute façon, rien ne sert à rien. Donc à cause de ces 3 raisons, ne pas gaspiller l'argent public, comprendre mieux pourquoi quel programme marche ou ne marche pas, et enfin assurer un soutien plus large à des programmes d'aide, savoir mieux déterminer l'impact des mesures d'aide doit devenir une priorité.
Mais pour pouvoir réaliser ces expériences rigoureuses qui nous permettront de déterminer l'impact de différents programmes d'aide, il est essentiel d'avoir une collaboration étroite entre le groupe qui met le programme en œuvre, que ce soit une ONG, un gouvernement, une banque, une entreprise privée, et un groupe qui l'évalue. Contrairement à l'essai clinique, l'évaluation d'un programme social ne se fait pas dans un laboratoire, elle se fait sur le terrain. Les chercheurs ne sont souvent pas les plus à même de mettre en place des programmes Ils sont à même peut-être de les évaluer, mais pas de les mettre en place eux-mêmes. Il leur faut donc des partenaires qui non seulement sont capables de lancer le programme, mais qui en plus acceptent les inconvénients de se plier à leurs requêtes. Donc il s'agit de la randomisation. Ça vous paraîtrait, sans connaître, on peut penser que c'est le plus difficile à accepter, mais ça ne fait que commencer à la randomisation. Une fois que la randomisation est acceptée, il faut se plier à un protocole décidé à l'avance. C'est beaucoup plus difficile de changer entre-temps le type de programme, parce que sinon on ne sait plus ce qu'on évalue. Il faut collecter de bonnes données, il faut accepter les demandes des chercheurs qui ont tout d'un coup besoin de quelque chose pour hier, de manière à finir la proposition de fonds à temps, etc. etc. Donc c'est des collaborations qui sont extrêmement intenses et qui demandent beaucoup d'efforts de la part des partenaires de terrain, que je salue aujourd'hui. Et donc, après quelques collaborations réussies entre des équipes de chercheurs et des organisations de terrain, notamment avec Pratam, une organisation extraordinaire que Rukmini Banerjee représente ici et qu'elle va nous présenter plus en détail demain, c'est pour favoriser la naissance de plus de ce type de relations et des relations plus systématiques entre des chercheurs et des partenaires que nous avons créé avec Abhijit Banerjee et Rachel Glenister, qui sont tous les deux ici aujourd'hui, le JPAL, le laboratoire d'action contre la pauvreté. Plus qu'un laboratoire, il s'agit d'un réseau. D'abord un réseau de chercheurs, c'est un groupe de plus d'une trentaine de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur une centaine de projets de terrain dans plus de 20 pays. Et notre ambition, en définitive, notre ambition finale, est de toucher des millions de vies, non pas directement par notre action, mais grâce à l'adoption de politiques de la lutte contre la pauvreté plus adaptées, plus efficaces et plus justes, ce qui aura été démontré dans le cadre d'un de ces projets spécifiques. Nos tout débuts, avant même la création de JPAL, ont été un petit peu difficiles. Il y a 10 ans, ou un peu plus, peu de gens pensaient que les évaluations aléatoires étaient faisables ou utiles. Nous sommes infiniment reconnaissants à nos partenaires qui, n'écoutant aucun des discours théoriques leur expliquant pourquoi cela ne pouvait jamais marcher et qu'il ne fallait surtout pas travailler avec nous, se sont lancés dans cette aventure. Ni eux ni nous n'ont jamais hésité. Il nous semblait que nous faisions ce que nous avions à faire et que nous verrons ensemble où cela nous mènerait. Après ces débuts un petit peu chaotiques, les choses se sont rapidement améliorées. Les premières évaluations, en particulier le travail avec Pratam, ayant démontré à la fois la faisabilité et l'utilité d'une telle méthode, d'autres partenaires sont accourus et nous avons pu commencer à avoir une collaboration étroite avec des bailleurs de fonds également. Donc cet enthousiasme nous a permis de créer le JPAL avec 3 buts. D'abord, réaliser des études de qualité, ensuite apprendre à d'autres à le faire, à la fois par la formation et par la pratique. Donc nous avons maintenant peut-être une petite centaine d'employés qui sont souvent de jeunes gens, certains d'entre eux sont ici, qui passent 1 an ou 2 ou plus sur le terrain à travailler sur une étude et par là même à se former à le faire. Et à changer la vie de millions de personnes en contribuant à l'adoption des programmes les plus efficaces. C'est notre 3e objectif. Donc des programmes que nos travaux ont jugé efficaces à un moment ou à un autre, certains d'entre eux dont j'ai pu parler en janvier, touchent aujourd'hui 30 millions de gens, mais nous espérons faire beaucoup plus, maintenant que nous avons un stock plus large de connaissances à faire partager. Donc dans les 2 jours à venir, vous aurez l'occasion d'écouter des descriptions de projets et des résultats dans de nombreux domaines. D'abord la microfinance aujourd'hui, la politique et la gouvernance dans l'après-midi, la santé, l'éducation, le marché du travail, qui sera d'ailleurs le marché du travail en France, donc notre exemple français. Ceux d'entre vous qui ont assisté à mes cours du mois de janvier ont entendu parler brièvement de beaucoup des projets qui seront présentés ici,
Mais la nature de l'exercice d'un cours ne m'a pas permis de rentrer dans les détails, si j'ose dire, dans la plomberie de chaque projet. Et c'est en écoutant chaque chercheur et chaque acteur de terrain décrire les choix qui ont été faits, les difficultés qui ont été rencontrées, et les réussites de chaque projet, et les défauts également, que nous prendrons, je crois, mieux la mesure de la force de cette approche. C'est donc mon espoir pour ces 2 jours, et je vous souhaite une excellente conférence.